Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nous allons maintenant entendre Safia Ziad Mahamoud, qui est enseignante dans une classe spécialisée TSA. Et le sujet les points qu'elle va plus travailler sur sa présentation sont les outils pédagogiques, les stratégies pour la communication avec l'école, et une routine et structure. Et pour connaître un peu plus sur Safia, je vais vous lire sa biographie. Madame Safia Ziad Mahamoud a dédié près de 21 années de sa carrière à l'enseignement de son pays d'origine, Djibouti, où elle a occupé le rôle d'enseignante en histoire et géographie au niveau secondaire, titulaire de diplôme des universités de Perpignan et de Besançon en France. Elle a enrichi ses connaissances et a perfectionné ses compétences pédagogiques, alliant théorie et pratique pour transmettre des savoirs essentiels à ses élèves. Grâce à son approche éducative fondée sur la rigueur intellectuelle et la créativité, elle a pu susciter l'intérêt de la réflexion critique chez ses élèves, les aidant à comprendre le monde qui les entoure à travers l'histoire et la géographie. Après son arrivée au Canada, Madame Safia a entrepris un baccalauréat en éducation pour se familiariser davantage avec les spécificités du système éducatif canadien et approfondir ses compétences en matière d'inclusion et de différenciation pédagogique. Forte de son expérience internationale et son engagement envers la réussite de chaque élève, elle met aujourd'hui son expertise au service de l'éducation spécialisée, travaillant dans une classe distincte au sein d'une école élémentaire à Ottawa. Dans ce rôle, elle crée un environnement d'apprentissage bienveillant, adaptif et stimulant en soutenant chaque élève dans son parcours scolaire. Sa passion pour l'éducation et son dévouement envers le développement des jeunes générations font d'elle une professionnelle respectée et un modèle d'engagement pédagogique. On appelle Safia Ziad. Merci beaucoup, Saada. Je pense que... Donc, moi, je vais intervenir ce soir en tant qu'enseignante dans une classe distincte, mais aussi en tant que maman d'un enfant à besoins spéciaux, un enfant TSA. Et donc aujourd'hui, le mandat qui m'a été donné, c'est de parler comment les parents peuvent soutenir leur enfant dans leur développement et leur apprentissage. Et malheureusement, c'est pas malheureusement, mais je vais pas parler de tous les élèves à besoins spéciaux, je vais parler spécialement de ce que je connais, les enfants autistes. Donc tout d'abord, avant de commencer, je vous remercie d'être présents. Et donc, je vais aborder quelques points essentiels, comme j'ai dit, pour vous permettre d'accompagner vos enfants, les enfants autistes spécialement, dans leur apprentissage. Donc, je vais parler de quelques outils pédagogiques, des stratégies pour une bonne communication avec l'école, et puis je vais reprendre certains points qu'a déjà développé Ismaël, les routines et les structures. Donc, premier outil pédagogique que je vais parler, c'est d'abord les préférences. Évaluer et puis savoir rechercher si parfois, quand un enfant est non-verbal, c'est pas évident de savoir qu'est-ce qu'il préfère. Or, aller chercher et savoir ce que l'enfant préfère va vous aider, par exemple, que ce soit, normalement, dans les classes, c'est ce qu'on recherche pour pouvoir enseigner, par exemple, de nouveaux concepts à certains enfants TSA.
Mais même à la maison, c'est important de connaître qu'est-ce que votre enfant préfère. Est-ce qu'il préfère, par exemple, les jouets? Est-ce qu'il préfère... enfin, on va parler de plus en détail un peu de type de préférence et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et puis, les supports visuels. Donc, si je reviens à les préférences, pourquoi chercher qu'est-ce que votre enfant préfère? Pourquoi? Parce que ça vous permettre, par exemple, d'enseigner un nouveau concept. Par exemple, si votre enfant adore les voitures, par exemple, si vous voulez soutenir à la maison pour, par exemple, lui apprendre comment faire des additions ou des soustractions, vous pouvez, au lieu d'utiliser les chiffres, certains enfants autistes surtout ont des intérêts assez restreints et ça fait partie de ce qu'on appelle des points de diagnostic pour les enfants autistes. Au lieu de, par exemple, d'aller chercher une feuille ou un stylo, vous pourrez, par exemple, aller chercher... Il aime les petites voitures. OK, on va travailler avec les petites voitures, on va les aligner, on va, par exemple, dire, voilà, j'ai 5 voitures, plus 2 voitures. L'enfant sera beaucoup plus attentif parce que c'est quelque chose qu'il aime. Il sera beaucoup plus motivé. S'il aime les dinosaures, pareil. Si vous voulez lui faire lire un livre, autant choisir un thème qu'il aime, que de prendre des thématiques. Je parle surtout pour les enfants autistes, mais c'est valable aussi pour beaucoup d'autres enfants. Aller chercher l'intérêt des enfants et voilà, pour leur enseigner un nouveau concept ou le soutenir ou par exemple les faire lire. C'est plus facile par exemple pour un enfant autiste de lire un livre sur quelque chose qu'il aime qu'un sujet qui ne le tente pas du tout. Donc ça peut être un outil pédagogique très important. Le deuxième outil pédagogique, ça va être les supports visuels. On sait que, par exemple, les enfants autistes comprennent mieux les informations visuelles. Leur cerveau traite beaucoup mieux les informations visuelles que les instructions verbales, par exemple. Pour beaucoup, on pense que ces enfants ne comprennent pas, mais ce n'est pas le fait qu'ils ne comprennent pas, c'est que ils peuvent comprendre un certain nombre de choses, ils peuvent comprendre le langage réceptif, mais ce langage réceptif, leur cerveau ne code pas très bien. Donc parfois, ça peut rentrer dans une oreille et ressortir de l'autre, alors que s'il y a des supports visuels, il peut mieux comprendre qu'est-ce que vous attendez, de lui, et on peut, à partir de là, travailler avec lui parce qu'il comprend mieux quelles sont vos attentes. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails ce soir, mais par exemple, on sait que les enfants autistes, c'est des enfants qui sont, j'ai déjà dit, beaucoup plus visuels, mais il y en a qui aussi, leur cerveau traite un sens à la fois. Donc, parfois, quand vous parlez à un enfant autiste, il est focalisé sur votre visage ou votre expression, et la compréhension de mots ne viendront que beaucoup plus tard. Donc, d'où l'intérêt d'abord de leur donner un support visuel. C'est plus facile, tout le monde peut comprendre. Et puis, la parole, pour certains, vient beaucoup plus tard. Enfin, le cerveau traite un peu plus tard. Il traite d'abord votre expression ou le ton de votre voix. Et puis, on a dit un sens à la fois. Et puis, la parole peut être traitée, d'où l'intérêt, par exemple, de ne pas trop répéter quand vous vous adressez à vos enfants. Laissez-leur un peu de temps. Le temps que l'information arrive au cerveau, que l'enfant traite. Mais si vous répétez, vous embrouillez encore plus le message. Donc, et pour éviter tout ça, normalement, si vous devez travailler à la maison, que vous travaillez à la maison, que vous transmettez une information à un enfant TSA, par exemple, utilisez, si vous voulez vous faire comprendre, utilisez plus des supports visuels. Si vous voulez, si certains, enfin pas tous les autistes, même verbaux, ont parfois besoin aussi, enfin même nous on en a besoin par exemple aussi de supports visuels pour traiter une information plus rapidement. Mais ça peut être quelque chose qui peut vous aider si vous voulez lui apprendre par exemple, pas simplement des choses académiques, mais par exemple si vous voulez leur expliquer comment se brosser les dents ou comment s'habiller, avoir un support visuel. Et une information découpée permettra de mieux faire passer le message. Donc, ce n'est pas fait que pour l'école. À la maison aussi, vous pourrez mettre en place un système de communication visuelle, que ce soit des pictogrammes.
Donc ça permet d'améliorer donc la communication, de donner des informations plus facilement, de soutenir les routines et parfois de prévenir des problèmes. Par exemple, si vous voulez lui expliquer pourquoi quand il est en crise, non, quand il est en crise, on ne peut rien expliquer parce que le cerveau, l'enfant n'est plus là. Il y a des études qui ont montré que quand un enfant autiste est en crise, son cerveau, le cerveau logique, le cortex préfrontal s'éteint totalement. Donc c'est plus le cerveau limbique qui réagit. Donc c'est pas à ce moment-là dont il faut, si vous voulez, traiter ou expliquer, par exemple, comment, avant que l'enfant autiste, par exemple, n'arrive à une grosse crise, comment il peut gérer, comment il peut s'autogérer. Par exemple, vous avez besoin de, pas pendant la crise, mais après, d'utiliser des supports visuels pour lui apprendre à... Ok, donc à l'école, dans les classes TSA, par exemple, on utilise souvent ce type de support visuel, l'horaire visuel, mais vous pouvez aussi l'utiliser à la maison parce que ça permet... Les enfants autistes sont souvent des enfants qui sont aussi angoissés, qui sont aussi anxieux. Donc le fait d'avoir, même à la maison, de connaître comment la journée va se dérouler, c'est aussi important. Donc, je vous encourage fortement à utiliser des horaires visuels, même à la maison. Par exemple, si un jour vous voulez l'emmener chez le médecin, ben, vous pourrez le mettre dans l'horaire visuel, comme ça, le parent, enfin, l'enfant, il sait qu'il est moins angoissé, il sait comment sa journée va se dérouler. Et, ensuite, un autre support visuel, c'est le tableau de choix. Si un enfant, par exemple, ne veut pas faire quelque chose, ou je ne sais pas qu'il ne veut pas faire. Enfin, on peut lui laisser le choix. Par exemple, s'il a envie de sortir, s'il a envie de jouer, vous pourrez, par exemple, lui présenter un tableau de choix. Surtout pour les enfants non-verbaux qui ne peuvent pas exprimer leur choix de façon claire. Ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. On utilise aussi à l'école ce qu'on appelle le tableau avant-après. Ça permet un peu de motiver, de faire travailler l'enfant, mais vous pouvez l'utiliser aussi pour tout. Par exemple, si vous dites, si tu ranges les chaussures aujourd'hui, tu peux avoir ça comme récompense, comme un renfort. Bon, je ne vais pas revenir parce qu'elle a très bien expliqué, Ismahan, pourquoi c'est important pour les enfants d'avoir un renfort. Ça permet de les encourager. Et puis, petit à petit, on peut estamper ces renforts pour que l'enfant devienne moins dépendant, voilà, de ces renforts. Donc, mais on peut utiliser aussi ça à la maison. Par exemple, on peut lui dire, voilà, si tu fais ça, tu peux avoir ça, et puis ensuite après. On utilise aussi en classe les histoires sociales. Ça permet par exemple, si j'ai envie d'expliquer, je dis que les enfants autistes sont beaucoup plus visuels que verbales. Donc on peut utiliser une série d'images que vous pourrez créer avec des pictogrammes que vous pourrez trouver sur Internet. Et expliquer que, par exemple, il n'est pas acceptable que l'enfant jette des choses. Pourquoi ce n'est pas acceptable? Parce que ça peut blesser, parce que ça peut faire ci. Et comment il peut gérer, par exemple, s'ils se sont frustrés, comment il peut gérer cette frustration avant que ça ne monte et qu'on en arrive à une crise. Donc, il peut déjà, par exemple... respirer, il peut exprimer, il peut demander aussi une pause. Par exemple, si vous êtes en train de lui faire les devoirs et qu'à un moment donné, c'est tellement difficile qu'il ne peut pas l'exprimer autrement, vous pouvez lui apprendre à vous dire « je veux une pause ». Ça permet à l'enfant d'aller, par exemple, boire de l'eau, souffler, revenir, et puis éviter, parce qu'une fois que la crise est là, on ne peut rien faire, quoi. On ne peut rien faire avec l'enfant. Donc, autre objet, outil pédagogique qu'on peut utiliser les jeux
éducatif avec vos enfants. Vous pouvez utiliser des jeux sensoriels, pâte à modeler, jouets lumineux, des jeux de société comme le puzzle, que beaucoup d'enfants autistes aiment bien. Ça permet en même temps de leur apprendre un certain nombre de choses, mais aussi ça peut être aussi des moments divertissants. Vous pouvez utiliser aussi des applications éducatives et tout ça en renforçant. Toujours en encourageant le renforcement positif dont Mme Ismaël en a parlé. Donc, on va passer maintenant aux stratégies pour communiquer avec l'école. Donc, j'ai 2-3 conseils à vous donner là-dessus. Vous savez que, par exemple, quand un enfant est dans une classe spécialisée, tous les enfants d'une classe spécialisée ont ce qu'on appelle des PUI. Même des enfants en classe régulière peuvent avoir aussi des PUI, c'est-à-dire un plan d'éducation individualisé pour chaque enfant. Ce PUI, il est très important pour chaque enfant. Donc, je ne vais pas lire tout ce qui est écrit ici, mais les principaux éléments du PUI, le plus important, c'est pour moi le profil dont vous devez être très vigilant, c'est le profil de l'élève. C'est là où on établit quels sont les points forts et les points faibles, et les défis de chaque élève. Et ça, je pense que les enseignants vous envoient les PUI pour consultation, mais lisez-les attentivement. Et puis, si vous voyez qu'il y a une force que vous connaissez, qui n'a pas été identifiée, par exemple, par l'équipe pédagogique, vous pourrez contacter votre enseignante et puis lui dire, voilà, non, moi, je pense qu'il y a ça, moi, je ne suis pas d'accord avec... et puis, leur dire aussi qu'est-ce que vous avez aussi comme objectif pour votre enfant. Parce que dans le pays, on établit des objectifs annuels pour chaque élève, mais la participation des parents est très importante. Soyez vigilants là-dessus, parce qu'une fois que le document est parti, on peut le réviser, mais c'est difficile de revenir en arrière. Donc, soyez vigilants à ça, soyez vigilants sur le profil les attentes curriculum, peut-être que tous les parents ne sont pas familiers là-dessus, mais vous pouvez savoir quelles sont les forces et les défis de vos enfants. Ensuite, vous devez, pour toujours la communication avec l'école, essayer d'établir un canal de communication régulier avec vos enseignants. Voyez si vous pouvez, par exemple, demander à votre enseignant de vous faire un petit compte rendu tous les 15 jours ou envoyer des photos de votre enfant. Vous pouvez lui demander ça à votre enseignant, vous en avez parfaitement le droit. Si vous avez aussi, vous pouvez communiquer aussi avec l'école si vous avez des outils efficaces ou des stratégies, par exemple que vous savez que vous avez essayé à la maison et que vous savez que c'est efficace. Vous pouvez partager ça avec les enseignants. S'il y a aussi des choses qui arrivent dans la vie de l'enfant, partagez ça avec votre enseignante ou votre enseignant, bien sûr. Les routines et les structures. Il est important que ce soit à la maison, enfin à l'école c'est hyper important, mais à la maison aussi c'est important d'établir une routine claire et une routine qui est cohérente, qui vont aider les enfants à anticiper ce qui se passe par exemple, et tout ça c'est pour réduire le stress. J'insiste beaucoup sur la cohérence. Si vous avez établi des routines, soyez le plus cohérent possible avec votre routine. Gardez cette routine le plus possible. Bon, il se peut parfois il y a des événements, mais vous ne pouvez pas parler de routine si vous n'êtes pas vous-même, en tant que parent, cohérent avec la routine que vous avez établie avec les enfants. L'emploi du temps visuel. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure. Établissez, c'est pas fait que pour l'école.
c'est aussi important à la maison d'établir, par exemple, les routines. Moi, je parle un peu de mon expérience en tant que maman d'un enfant autiste qui a eu du mal à dormir. Et la routine du coucher l'a beaucoup aidé à s'endormir plus facilement. Donc, j'ai dû établir un horaire visuel, par exemple, pour chaque soir. Qu'est-ce que l'on fait chaque soir? Et je m'y tenais. Ça s'est passé de mieux en mieux. La routine, elle sert aussi à préparer les enfants au changement. On sait que les enfants autistes n'aiment pas les imprévus. Le fait d'avoir une routine et un emploi du temps visuel permet les avertir à l'avance des modifications des routines. On peut utiliser des timers, des sabliers, aussi pour limiter un peu le temps pour passer par exemple d'une activité à une autre. On utilise un sablier pour gérer les transitions. Il est très important, surtout pour les élèves TSA, d'avoir à la maison un endroit un endroit calme, qui est dédié pour que l'enfant puisse y aller quand il y a une surcharge sensorielle. Souvent, parfois, on dit que les enfants autistes, on ne comprend pas pourquoi ils font des crises. On a l'impression que la crise, elle vient de nulle part. Au fait, il y a des choses que l'on peut voir, il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Par exemple, la surcharge sensorielle, le fait parfois que les enfants ont du mal à supporter trop de lumière, ou dans la journée, ont supporté trop de lumière, d'une frustration, un objet qui a été déplacé. Pour certains, ça peut être problématique. Et le fait d'avoir à la maison un endroit, pas forcément une chambre, mais ça peut être sa chambre, mais un endroit où il peut y aller quand il sent que il a une surcharge sensorielle, une surcharge émotionnelle parfois, un endroit calme où il peut faire sortir toute cette surcharge et s'apaiser. Vous pouvez aussi utiliser des objets apaisants, laisser dans cet espace des objets apaisants, ou soit une couverture lourde, un casque anti-bruit, des objets sensoriels à manipuler. Et puis voilà. Je vous remercie. Un grand merci à Madame Ziad. Merci pour ton intervention. Elle est très enrichissante. Nous allons continuer. On va appeler Monsieur Hussein Mohamed Hassan, infirmier spécialisé en nutrition et en suppléments. Monsieur Hussein Mohamed Hassan possède plus de 13 ans d'expérience en tant qu'infirmier dans le milieu hospitalier et communautaire. Et il a développé une expertise approfondie dans la relation soignée ainsi que dans l'offre de soins. Il a assisté à de nombreuses conférences sur la santé dans plusieurs pays enrichissants, ainsi que son expertise et affinant et sa compréhension dans les enjeux globaux en matière de soins et de santé publique. Fort de ses expériences et de son engagement continu, il considère aujourd'hui comme un professionnel dévoué, voire un expert dans le domaine de la santé en général. Salam alaikum. Permettez-moi en premier lieu de remercier Adab avec toutes les langues qui existent à Djibouti. Shukran, Mahad Sentihin, Gaddagea et pourquoi pas en japonais, Konnichiwa, Haligato Gaizumasta. Et tout ça, la santé est un élément très très important. Il faut qu'on sache premièrement, il y a énormément de des facteurs qui influencent la santé. Et il faut qu'on sache quels sont ces facteurs et il faut qu'on sache qu'est-ce que ça veut dire la santé. La santé, c'est mieux qu'on la définit de manière que l'OMS l'a définit elle-même. La santé, c'est un état complet de bien-être mental, physique et social, et ça ne consiste pas en l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc le fait qu'on n'a pas l'air malade ou le fait qu'on n'a pas quelque chose qui manque, ça ne veut pas forcément dire
que nous sommes en bonne santé. Donc, par rapport à la santé et par rapport au bien-être, c'est normal en tant que parent ou en tant que personne qu'on ait peur. Mais il faut que ce stress, on l'utilise de manière vraiment très positive. Et aussi, il faut qu'on sache que les enfants qui ont des besoins spéciaux sont sujets aussi à développer d'autres maladies physiques et mentales, telles que l'anxiété, ils peuvent développer de l'épilepsie, ils peuvent développer toutes les maladies qu'on connaît, eux aussi, ils peuvent développer. Aussi, il est très important qu'on sache quels sont les facteurs qui vont influencer la santé. En premier lieu, un des facteurs qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir là-dessus, c'est le facteur génétique. C'est un facteur que la personne va naître avec ou bien va développer, qui est lié à sa génétique. Et ces facteurs peuvent être des fois positifs et des fois ça peut être négatif. Aussi, un autre facteur déterminant, c'est notre expérience de la petite enfance. Ce qu'on a vécu dans notre enfance a un impact énorme. C'est pour ça que tous les intervenants, ils ont parlé. Un enfant qui a été bien nourri, qui a eu tous les nutriments nécessaires durant son enfance, aura plus de chances dans la vie qu'un enfant qui n'a pas été bien nourri, par exemple. Des parents qui ont été séparés par rapport à un enfant qui a vécu des parents qui ont de l'amour. Donc ça aussi, ça permet l'adaptation au plus tard. Ça permet de développer des habitudes aussi. C'est pour ça qu'il faut avoir les bonnes routines. Comme il disait, la routine, s'ils vont développer des mauvaises habitudes, ces habitudes, plus tard, va avoir une influence sur beaucoup de choses. Comme des habitudes qui ne sont pas bonnes, c'est par exemple fumer. Quelqu'un qui fume, il est à risque de développer certaines maladies pulmonaires, cardiovasculaires et ainsi de suite. L'alimentation, une mauvaise alimentation, si on va donner à notre corps, si on fait une analogie que notre corps, c'est comme une voiture, par exemple, si on met dans une voiture le mauvais carburant, les mauvaises huiles, qu'on ne fait pas l'échange d'huile chaque 10 000 km, c'est sûr que cette voiture ne va pas aller trop loin. Un enfant, une personne qui va manger toujours, pour nous, chaque fois un grand assiette de riz avec la viande, chaque jour, c'est sûr qu'on va développer. Comment on peut savoir, comment on peut évaluer? Il faut seulement regarder nos parents. Si on regarde nos parents, si aujourd'hui nos parents ont développé des maladies chroniques et que nous aussi on va faire les mêmes choses que nos parents, on aura les mêmes presque maladies que nos parents. C'est pas forcément que c'est un problème génétique, c'est parce que c'est un problème qu'on fait le même comportement. On a vu ça avec les Japonais. Les Japonais, avant, ils avaient des cancers du tube digestif lorsqu'ils étaient au Japon, parce qu'ils mangent beaucoup de poissons, beaucoup de fruits de mer, dû aux contaminations des métaux lourds. Ils ont développé beaucoup on va découvrir, lorsque tu vis au Japon, beaucoup de cancers de tube digestif. Lorsqu'ils sont venus au Canada, par exemple, et qu'ils vont vivre au Canada, et qu'ils vont vivre longtemps au Canada, ils vont développer, c'est ce qu'on appelle les maladies de ce pays où ils vivent. Donc c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Nos comportements, si j'aurais les mêmes comportements que mon père, je serais pratiquement sûr et certain avoir plus ou moins les mêmes maladies que lui. Si on fait la même chose que maman, c'est pareil aussi. Si maman a des problèmes des genoux, des os et tout ça, ça veut dire que tu vas faire les mêmes choses à 60 ans. Pour comprendre, on est un ensemble de cellules. Notre corps, notre unité fonctionnelle, c'est la cellule. Cette cellule, elle a besoin du bon gras, elle a besoin de bonnes calories, du bon glucides, du bon protéines, des bons vitamines. Donc cette cellule doit être capable de développer de l'énergie, de faire sortir de l'énergie, bien fonctionner.
Et aussi, dès qu'elle va utiliser ces nutriments, elle doit dégager tous les déchets. Le fait que je respire, mon corps développe de l'oxydation. Je respire pour avoir de l'oxygène, mais en même temps, par conséquent, j'aurai des toxicités. Le fait que je respire seulement. Et si je ne respire pas, je vais mourir. Donc, il faut que je respire, mais le fait que je respire, j'aurai comme la rouille. Donc, si la cellule est en bonne santé, exemple, les cellules du cœur sont en bonne santé, ça veut dire que le cœur va bien fonctionner. Si les cellules des os sont en bonne santé, ça veut dire que mes os seront en bonne santé. Si les cellules endocriniennes, c'est-à-dire les ovaires, les testicules, les cerveaux, tout ça sont en bonne santé, tout ça, ça veut dire que ça va bien fonctionner. Donc, notre base, toutes ces cellules changent. Par exemple, les cellules de la peau changent à chaque 3 mois. Les cellules des os vont changer chaque 10 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si mon corps n'a pas assez de bons nutriments pour que mes os fonctionnent bien, ça veut dire que dans 10 ans, les nouveaux os que j'aurai sera plus faible que l'os mère. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle, même les femmes, il faut avoir une bonne nutrition dès l'âge, lorsque tu es déjà à l'âge de procréer, parce que c'est très important d'être bien nourri et d'être... Pour revenir à la cellule, le corps a besoin de bonnes protéines et des vitamines. Et les vitamines, on a besoin chaque jour. Par exemple, si tu n'as pas assez de vitamine C dans ton corps et qu'aujourd'hui tu es énervé avec ton chef au travail, ça veut dire que ton réserve de vitamine C est diminuée à cause que tu es stressé. Donc, le fait que tu te stresses, ça diminue ton nutriment dans ton corps. Donc, ton corps a besoin chaque jour, à bien manger, à bien se nourrir, à bien... Donc, l'autre chose qui influence notre santé, c'est notre environnement social. Interagir avec des bonnes personnes, avoir des bonnes relations et avoir un bon réseau de soutien dans la communauté est un des facteurs qui va influencer notre santé. Il y a aussi l'environnement physique, l'eau par exemple. C'est bien d'avoir de l'eau filtrée. Lorsqu'on boit de l'eau, c'est bien d'avoir de l'eau filtrée. L'air pour les enfants, par exemple, le jour où on va faire la peinture à la maison, vaut mieux qu'on emmène les enfants ailleurs pour qu'ils ne respirent pas, par exemple, les produits toxiques qu'il y a dans la peinture, exemple. Donc, tout ça aussi, ça va aussi influencer notre santé. Là, c'est tout ce qui était... qui concernait la personne, et là, c'est ce qui concerne le système de santé. Le système de santé et le système social, aujourd'hui, on vit au Canada, la science de la santé a tellement évolué. On a les informations partout, on peut faire un greffe du cœur, on peut faire tellement de choses. Mais aussi, ce qui est très important pour nous, en ce mois de la communauté noire, est-ce qu'on a vraiment accès à tous ces services? Parce que l'accessibilité et la couverture aux services est un élément aussi très important. Si nos enfants ne bénéficient pas de tous les services, ça ne servira à rien. Donc, lorsqu'on parle de l'accessibilité, on parle de l'accessibilité financière. Par exemple, si on a besoin d'un diagnostic pour un enfant, pour une évaluation, maintenant, il faut attendre très longtemps. Parfois, il faut avoir assez d'argent pour aller faire évaluer son enfant. Après, il y a l'accessibilité organisationnelle. Parfois, il y a tellement le besoin que le rendez-vous peut prendre 1 an. Par exemple, il y a des personnes qui ont des problèmes du cœur qui doivent attendre combien de temps? Il y a des enfants qui ont besoin d'orthophonie, qui ont besoin de cela, mais comme les parents travaillent, des fois, il y a un problème. Est-ce que les services sont flexibles? Est-ce qu'ils sont disponibles? Est-ce qu'ils nous donnent toutes les informations? Il y a l'accessibilité géographique. Est-ce que toutes les mamans, tous les parents djiboutiens, est-ce qu'ils conduisent? Est-ce que c'est trop loin pour eux? Est-ce qu'ils ont d'autres enfants
qu'est-ce qu'ils vont faire avec les autres enfants, le temps qu'ils amènent. Tout ça, ce sont des moyens qu'on peut évaluer et qu'il faut avoir des données. Et ça, c'est très important aussi. Et puis, il y a les accessibilités individuelles et socioculturelles. Et parfois, il y a tellement de personnes, si on fait un diagnostic pour son enfant, il peut dire « mon enfant n'a pas ça, nous, on n'y croit pas à ça. Est-ce que tu veux prendre des vitamines? Non, moi, je ne crois pas aux vitamines. » C'est comme, on est bloqué par nos vécus et des fois, c'est nous-mêmes qui n'ont pas l'accès à ces services. Donc, c'est beaucoup des éléments aujourd'hui, ce qu'on a entendu, mais qu'est-ce qu'il faut retenir? En premier lieu, il faut qu'on travaille en se basant sur des données probantes. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement le fait il y a telle personne qui vend tel produit et puis l'enfant a appris, il est devenu bien, Tout ça, il ne faut pas que ça nous influence. Il faut qu'il y ait vraiment... aujourd'hui, nous avons des leaders, nous avons des personnes qui ont assez de formation dans tous les domaines. Donc, il vaut mieux demander les personnes qui sont les connaisseurs ou quoi. Après, une fois qu'on a passé ça, il y a un travail qui nous attend, très productif, individuellement et de manière parentale. Est essentiel aussi parce que, individuellement, il faut qu'on prenne soin de nous. Si nous-mêmes, on est fatigués, malades, qu'on n'a pas assez d'énergie, qu'on n'est pas en forme, comment on va s'occuper de nos enfants? C'est donc notre santé. Lorsqu'on est dans l'avion, on nous dit, premièrement, c'est toi qui dois mettre le masque, après tu aides l'autre personne. Pourquoi? Parce que si toi-même, tu n'es pas en bonne santé, tu n'es pas en bonne forme, si tu n'es pas en bonne santé mentalement, physiquement, socialement, tout ça peut avoir une influence aussi. Et en tant que parent aussi, il faut, en tant que couple, bien sûr, il faut discuter, il faut apprendre les résolutions des problèmes, il faut avoir des raisonnements bien clairs. Qu'est-ce que je dois faire en étape 1, étape 2, étape 3? Des choses simples et logiques et réalisables. Il ne faut pas chercher à... Des fois, ça, c'est très important quand on essaie de travailler. Après aussi, il est essentiel qu'on ait des activités associatives aujourd'hui, comme on a des leaders dans leur domaine, des parents qui ont l'expérience, qui ont les patterns, et en même temps qui ont les connaissances. Il faut qu'on essaye de les soutenir. Et aussi, il faut qu'on essaye de travailler ensemble. Travailler en communauté aussi, c'est tout un travail. Il faut être en bonne santé, il faut être bien mentalement, il faut être dans tous les domaines, et puis ça va. Et après, l'autre chose qui est très important, c'est de travailler le travail stratégique au niveau de la ville, au niveau de... On ne peut rien faire en tant que communauté toute seule. C'est pour ça qu'on a besoin des personnes qui s'engagent dans la politique, c'est pour ça qu'on a besoin des gens qui s'engagent dans des domaines stratégiques pour qu'ils soient à la table où on prend les décisions et qu'ils montrent nos besoins en tant que communauté. Parce que lorsqu'on parle de l'accessibilité, aujourd'hui, on parle seulement de l'accessibilité, les personnes qui ne peuvent pas marcher, on a mis quelque part. Mais il y a d'autres problèmes d'accessibilité. Il faut vraiment que la communauté se développe à ce niveau-là aussi pour influencer les décisions. Et c'est un bon moment, c'est le moment des votes et des campagnes. Il faut aller les voir, il faut dire que les enfants djiboutiens, mais avant ça, il faut avoir des données. Combien d'enfants on a qui ont des besoins spéciaux? Et tout ça, c'est un travail, c'est un énorme travail. Et tout ça, il faut prioriser. Individuellement, il faut connaître ses priorités. En tant que famille, il faut vraiment avoir, au lieu pour ne pas sauter il faut aller à l'essentiel. Et vraiment, je vous remercie et on sera disponible aux questions. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Hassan, pour votre intervention. Elle nous sera très utile. Nous allons prochainement suivre avec la dernière intervention. Je sais que vous êtes tous pressés, mais les choses intéressantes sont à venir. Donc, je vais suivre avec Madame Patricia Lukoji. Madame Lukoji est une psychothérapeute autorisée et qui accompagne les individus, les couples et les familles dans un cadre sécurisant
empreinte de respect et de bienveillance. Son approche met l'accent sur l'écoute active de la valorisation des ressources personnelles et pour favoriser la guérison et l'épanouissement. Également, l'intervenante éducative en autisme, Mme Patricia, travaille avec la clientèle neurodivergente, TSA et TDAH, ainsi que leurs familles en intervenant sur les défis d'anxiété, de relations familiales, de stress que rencontrent les parents et la fratrie des personnes vivant avec des besoins spéciaux. Madame Patricia adopte une approche intégrative combinant la thérapie centrée sur l'émotion et EFT, la thérapie cognitive comportementale, TCC, la thérapie d'acceptation et d'engagement, ainsi que la thérapie par le jeu. Bilingue, elle œuvre au sein de communautés ethnoculturelles pour favoriser un accès inclusif aux services de santé mentale. Donc, les thèmes abordés avec Madame Lukoji sont le soutien émotionnel et psychologique, reconnaître les signes de détresse, communication en relation parents et enfants. Donc, j'appelle Lukoji à la parole. Merci de venir à l'option podium. Bonsoir tout le monde. Je crois qu'on dit salam alaikum. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. Je sais que c'est ça qu'on dit, donc pardonnez-moi si je n'ai pas bien prononcé, mais j'ai essayé. Merci d'être resté jusque tard pour écouter la présentation que je vais faire. Je vais m'introduire brièvement. Mon nom est Patricia Lukoji, je suis psychothérapeute auprès de l'Ordre des psychothérapeutes autorisés de l'Ontario. Je suis aussi intervenante éducative en autisme, mais je tiens à préciser, mon rôle le plus important, c'est que je suis une maman, et je suis maman d'un enfant, je suis maman de 3 enfants, dont un qui a le trouble du spectre de l'autisme. Il a 13 ans. Alors, comme c'est vrai que d'abord, je tiens à remercier Adab de m'avoir invité pour venir parler. Et pour moi, c'est toujours très important de parler aux gens qui me ressemblent, c'est-à-dire originaires d'Afrique comme moi, francophones, parce qu'on s'entend que nous sommes en minorité ici, hein, des parents d'enfants avec un handicap, de race noire, d'origine africaine, immigrants. Donc, on est vraiment tous dans la catégorie des comment dirais-je, des personnes en minorité. Alors, nous devons avoir une voix, particulièrement dans ce mois nous célébrons le mois de la communauté noire. C'est important de pouvoir élever nos voix et en même temps de pouvoir, comme a dit notre confrère ici, c'est important aussi que c'est les élections dans quelques semaines. Il est important qu'on fasse parler de nos enfants à besoins spéciaux et de nos réalités en tant que parents. Donc, ce que j'aimerais faire ici, c'est que la plupart d'entre vous, que vous soyez professionnels, que vous soyez parents ou frères, sœurs, grands-parents d'une personne qui vit avec des besoins spéciaux, c'est vrai que ce soir, on a mis beaucoup l'accent sur l'autisme et peut-être le TDAH ou d'autres choses, mais moi, j'inclus aussi tous les autres handicaps. Ça pourrait être la paralysie cérébrale, ça peut être la trisomie 21, ça peut être aussi une maladie grave, un cancer ou toute autre forme. Dès le moment où il y a quelque chose qui ne va pas, on s'entend pour dire qu'il y a un handicap. Alors, comme vous le savez, lorsqu'on reçoit ce diagnostic-là, je ne vous apprends rien, c'est comme si on nous annonçait c'est comme si on vivait un deuil. Et ce deuil-là, généralement, c'est de dire on a rêvé d'avoir un enfant. Je pense que les femmes ici peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. C'est le rêve d'avoir un enfant, on s'imagine déjà ce qu'il va devenir. On rêve de son avenir. Pour les papas, des fois, je rêve de jouer au football avec mon enfant. Je rêve de faire des choses. Je veux lui apprendre la mécanique. Je veux lui faire ceci. Je veux qu'il soit le plus grand joueur de tennis. Je veux qu'il soit un ingénieur. Et puis, on apprend que notre enfant a une déficience intellectuelle, que notre enfant a un problème quelconque. Et là, on commence à se dire, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui va se passer avec cet enfant? Surtout quand le handicap est lourd, quand c'est difficile à gérer. Alors, on vit avec la réalité de le regard des gens, les critiques. Alors, donc, c'est important de pouvoir vivre ce deuil. Hein, quand on apprend qu'un enfant a un diagnostic, on passe par toutes sortes d'émotions. Je ne vous apprends rien.
Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce que je suis en train de dire maintenant? Parce que ça va nous permettre de comprendre où est-ce que je vais avec ça. Mais lorsque l'annonce du diagnostic arrive, ce n'est pas seulement la mère et le père qui sont affectés, mais c'est aussi les autres frères et sœurs. C'est les grands-parents, c'est toute la communauté qui est souvent affectée et souvent on ne sait pas comment adresser le problème parce qu'on ne sait pas. La plupart d'entre nous ont appris l'autisme, ce qu'était l'autisme parce que ça leur est arrivé ou au moment où c'est arrivé à quelqu'un d'autre et c'est là qu'on commence à être informé. Et malheureusement, on a tendance des fois à aller regarder dans Google et ce n'est pas forcément là qu'on va avoir la meilleure expérience. Et parfois, les professionnels de la santé, les professionnels de l'éducation, ils vont vous dire ben, votre enfant est autiste, vous ne le voyez pas, il ne vous connaît même pas, il ne vous voit pas. Mais on ne pense pas à nos émotions, à nous, en tant que parents. Donc, il est important de comprendre les étapes du deuil et de les adresser, d'en parler, de s'exprimer. Je tiens à préciser que la plupart des personnes qui ont des enfants avec un besoin particulier, les couples connaissent souvent des problèmes. Beaucoup de problèmes, parfois jusqu'au divorce. En Amérique du Nord, on parle de 80% des couples ayant un enfant avec des besoins spéciaux qui pourraient finir par un divorce. On retrouve beaucoup de parents monoparentaux avec des enfants ayant des besoins spéciaux. Donc, tout ceci, je suis en train d'introduire pour vous permettre de comprendre mon rôle en tant que psychothérapeute. Je vais faire la définition du counseling et de la psychothérapie parce que je suis en réalité j'ai une maîtrise en counseling et en psychothérapie et c'est important de noter qu'il y a une différence. Vous me demanderez peut-être, il y a aussi une différence avec les psychologues, avec les travailleuses sociales, avec les intervenants éducatifs en autisme, les psychoéducateurs. Je vais me contenter de ce que je sais, de ce que je fais. Alors, ce sont deux approches d'accompagnement en santé mentale qui visent à aider les individus à mieux comprendre leurs difficultés et à développer des stratégies pour les surmonter. Donc, le counseling, je ne vais pas détailler tout ça, mais je veux juste dire que c'est une démarche d'accompagnement à court terme. C'est pour aborder un problème spécifique. Mais mes collègues qui m'ont précédé ont parlé des difficultés qu'on peut rencontrer avec un enfant au niveau de tel apprentissage. On veut travailler sur la gestion du comportement, par exemple. On va établir un plan spécifique et on va travailler. Ça, c'est du counseling. Ça fait partie du counseling, c'est-à-dire on veut apprendre à un enfant, par exemple, à attacher ses chaussures. Quelles sont les différentes étapes? C'est spécifique. Est-ce qu'un enfant a tendance à faire des fugues et il va courir et tout ça? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails parce que ça a été tellement bien expliqué, mais ça fait partie du counseling aussi. Alors, mais il y a aussi d'autres... le plus important, c'est que lorsque vous venez en thérapie, en psychothérapie ou en counseling, on vous offre un espace sécuritaire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est un endroit où vous pouvez parler. C'est un endroit où vous êtes libre même de pleurer, de vous énerver, de vous fâcher, de dire « la vie est injuste ». Il n'y a personne qui viendra vous dire « mais non, on ne peut pas dire ça ». Vous savez un peu comment dans nos cultures les choses se passent. « Oh, mais pourquoi est-ce que le Seigneur, Dieu a permis que j'ai un enfant ayant un handicap ?» On va dire « non, tu ne peux pas dire ça, ta foi t'interdit de faire ça, c'est pas correct ». Mais on a le droit de le dire. On a le droit de dire « cette situation me dépasse, c'est plus fort que moi, pourquoi ça m'a... » On a le droit. Même si on va se rattraper après, alors en psychothérapie, en counseling, on vous donne cet espace-là pour pleurer, pour vanter, comme on dit, pour même parfois vous énerver. Et parfois de dire « j'abandonne tout, je laisse tout », on va trouver des stratégies pour vous ramener, pour vous calmer, pour vous outiller. Alors, on parle de la gestion du stress, de l'anxiété, on travaille sur la confiance en soi. C'est beaucoup de choses qu'on peut aborder en counseling. Donc, comme je disais, c'est utilisé pour des besoins ponctuels spécifiques avec un accompagnement plus structuré et orienté vers des solutions pratiques. C'est pour ça que les sessions de counseling, ça peut durer 2 séances, ça peut durer 3 séances, 5, jamais au-delà de 10. C'est à peu près ça. Donc, prochaine slide, la psychothérapie, c'est ça que moi je fais. Ça prend une maîtrise universitaire pour pouvoir le faire. La psychothérapie, c'est un processus beaucoup plus profond. On va travailler sur des choses comme les traumatismes, les blessures profondes, des chocs qu'on aurait reçus, des deuils non résolus, des situations diverses que nous pouvons traverser dans notre vie. C'est pour pouvoir emmener, comme on dit, une transformation intérieure. C'est pour pouvoir changer mes pensées automatiques, des façons diverses que j'ai de comprendre la situation.
Donc, comme je dis, ça permet de comprendre les causes profondes, les difficultés émotionnelles et comportementales. Ça nous permet de travailler sur des blessures psychologiques, des traumas, des deuils, je l'ai mentionné. On modifie nos pensées, on modifie nos comportements, on modifie nos cognitions avec ça. Alors, vous allez voir sur la liste, peut-être que c'est là, on travaille sur la dépression, les troubles bipolaires, on travaille sur l'anxiété, on travaille sur les traumatismes, les dépendances, hein, les gens qui ont des dépendances à diverses choses, les jeux, le casino, l'alcool, la drogue, tout ce genre de choses, même la dépendance à la nourriture, qui est la boulimie par exemple, on travaille là-dessus. Les troubles relationnels, les relations de couple, les relations parents-enfants, les relations de toutes sortes dans la communauté, on adresse ça en psychothérapie aussi. Alors, donc, c'est un travail en profondeur pour modifier les schémas psychiques et comportementaux pour un bien-être durable. Alors, quelle est l'approche à choisir? Je vous ai un peu expliqué la différence entre les deux. Parfois, il suffit de poser la question en disant, voici moi, mon besoin est ceci et cela, et soit votre médecin de famille, soit quelqu'un dans la communauté travailleuse sociale peut vous dire, ah, pour ça, c'est mieux de voir un conseiller, de voir une personne spécialiste en relation d'aide ou d'aller voir un psychologue. Si c'est des cas plus graves qui nécessitent d'être médicamentés, alors là, on vous envoie chez un psychologue ou un psychiatre si le besoin se présente. Alors, le rôle du psychothérapeute. Moi, je suis psychothérapeute de couple et de famille. Donc, je travaille avec les couples, je travaille avec les familles, c'est-à-dire les enfants à partir de l'âge de 6 ans, les adolescents, même parfois des personnes beaucoup plus âgées. Alors, on soutient les familles qui sont confrontés à des défis face à l'éducation, l'accompagnement d'un enfant vivant avec des besoins spéciaux. C'est la raison pour laquelle je suis là pour parler de ça aujourd'hui. Alors, on essaie de renforcer les liens familiaux, on favorise l'acceptation, on aide chaque membre à trouver un équilibre émotionnel. Alors, lorsqu'on travaille avec les parents qui ont des besoins, un enfant ou des enfants, parce que ça arrive que dans des familles, il puisse y avoir plusieurs enfants, ce n'est pas seulement un enfant, l'idéal, comme je dirais, c'est lorsqu'on annonce un diagnostic, il faut directement donner aux parents l'accès à un psychologue, à un psychothérapeute, parce que souvent, les parents sont confrontés à beaucoup de défis, beaucoup de problèmes, et malheureusement, notre intervention vient lorsque la personne est déjà, je dirais, brisée. Pourquoi est-ce que j'insiste? La plupart d'entre vous qui y êtes confrontés à cela, lorsque vous allez voir le médecin de famille, la première chose qu'on fait, c'est on va vous outiller, vous, pour pouvoir accompagner votre enfant. On vous apprend des choses, voici les routines, voici les stratégies, voici ce que vous devez faire. On vous dit, les crises, vous allez les gérer comme ça, l'alimentation difficile, vous allez gérer ça comme ça. Tout cela, on vous dit quoi faire. Mais il n'y a personne qui vous demande à vous, mais vous-même, comment ça va? Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à tout ça? Comment est-ce que vous vivez ça? On ne pose pas la question aux parents. On leur demande de faire des choses, mais on ne leur dit pas « Et vous, qui vous êtes, vous ?» C'est ça un peu. Et je précise que si je me suis retrouvée en étant psychothérapeute aujourd'hui, c'est parce que lorsque j'ai eu le diagnostic de mon fils il y a 10 ans, bientôt 11 ans, j'ai tellement tâtonné, j'ai tellement cherché. Et vous savez, dans ce processus-là, on croit à tout. On va croire aux sorciers, on va croire à la malédiction, on va croire... Et il y a toujours quelqu'un pour venir nous dire, non, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans votre famille. Peut-être que toi ou ton mari avait fait quelque chose. Vous avez peut-être touché à des... On entend tout ça. Et on est mélangé. Et des fois, on commence à se dire, oui, mais dans ta famille, il y a de l'autisme. Mais c'est toi, dans ta famille, il y a... Et le couple commence à se rejeter et commence à se disputer. Et l'autre réalité aussi, c'est qu'on est tellement fatigué avec l'enfant. L'enfant ne dort pas la nuit, il ne mange pas bien, il faut aller aux thérapies. Parfois, un des deux doit arrêter de travailler. Parfois, il y en a qui quittent l'Afrique pour venir ici, pour trouver une meilleure vie. Mais le couple est en crise. Parce que si maman est tout le temps là, la nuit, à gérer l'enfant, monsieur va dormir le matin quand il se réveille, elle est fatiguée, il va juste lui demander, t'as pas vu mes chaussettes? Elle va sortir une crise comme je ne sais pas trop quoi. Lui, il ne comprend pas, mais c'est parce qu'elle n'a pas dormi. Ça fait des jours qu'elle ne dort pas. Ça fait des jours que... Elle ne comprend même pas par où est-ce qu'elle doit aller avec l'enfant. Et le couple commence à se disputer. Quand est-ce que le couple a des moments de qualité? C'est-à-dire, allez, on va s'asseoir, on va manger, on va parler d'autre chose que de notre enfant qui a des problèmes. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Le couple commence à s'éloigner. Et en même temps, on voit les autres enfants qui sentent que
Maman est tellement concentrée, papa est tellement préoccupé par l'enfant qui a des problèmes. Moi, on ne me voit plus. Et on commence à avoir des troubles de comportement à l'école. On commence à avoir des troubles de comportement à la maison. Parce que cet enfant-là aussi qui a besoin d'attention, qui a besoin d'affection, qui a besoin d'être entendu, d'être vu, ne l'est plus parce que l'enfant autiste ou l'enfant ayant des problèmes est devenu l'enfant roi. Il est devenu le centre de la maison. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? Les parents sont fatigués. Malheureusement, mais excusez-moi, monsieur, on a tendance à voir des hommes qui fuient. Et quand je dis fuir, c'est je vais sortir, je vais aller voir un copain. Je vais sortir, je vais aller au Tim Hortons prendre un café. Je vais aller me détendre parce que les cris à la maison, les disputes, et puis ceci et cela. Et mes chères dames, je ne vais pas vous épargner non plus, on a tendance à se laisser aller. Parce qu'on est fatigué, parce qu'on ne se... Donc, alors, il y a cette réalité-là, donc il faut pouvoir reconnaître les émotions. Excuse-moi, on peut passer un peu plus tôt. Oui. Donc là, dans le processus de deuil, d'acceptation, les différentes étapes, il faut pouvoir reconnaître et valider les émotions des parents. Il faut pouvoir dire, et je me permets de dire, je sais qu'il y a des enfants, mais on parle parfois d'intimité où ça devient quasi inexistant parce qu'on est fatigué. Donc, toutes ces choses-là, il faut accompagner les parents dans le processus d'acceptation. Il faut les accompagner pour leur dire, ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez rien fait pour que cet enfant naisse. Même si vous avez bu du café, même si vous avez pris je ne sais pas trop quoi, cet enfant, s'il était appelé à être autiste ou il était appelé à avoir une quelconque maladie, oui, il y a des maladies génétiques. Oui, je rejoins mon collègue en disant, il y a certaines choses qu'on aurait pu faire qui auraient pu entraîner ça chez l'enfant, mais il n'est pas important de commencer à se lancer la balle en disant c'est la faute d'eux ou c'est la faute d'eux. Ça ne change rien. L'enfant avec qui vous êtes là, il a besoin qu'on prenne soin de lui maintenant. Parce que pendant que vous vous disputez, le temps passe. Et les intervenantes qui sont passées avant moi, vous êtes d'accord avec moi pour dire l'intervention précoce est la clé. Donc pendant que vous êtes en train de vous disputer, le temps passe, l'enfant n'avance pas. Parce que quand il a passé 5 ans, ça devient difficile d'avoir des services, d'avoir tout cela. Donc il est important nous, en tant que psychothérapeutes, on offre des outils pour la gestion de stress, la gestion de la charge mentale et on aide à maintenir l'équilibre dans le couple. Donc, lorsqu'ils viennent nous voir, on établit les besoins, on fixe des objectifs et on essaie de voir comment est-ce qu'on peut aider, comment est-ce qu'on peut désamorcer les crises, calmer les disputes, calmer ceci. C'est ça qu'on fait. Parfois, ils se disputent devant nous, Parfois, on les regarde, ils se disputent et puis je dis, OK, maintenant que vous avez fini, est-ce que je peux parler? Alors, ça aide quand même des fois à se détendre et à avancer. Alors, donc, prochaine slide. Donc, ici, je parlais de l'importance de soutenir l'intimité, l'importance que le couple se parle, qu'il continue à s'apprécier, qu'il continue à s'admirer, qu'il continue à se parler avec respect. Parce que des fois, avec la fatigue, la colère, on se manque parfois de respect, on se dit parfois des choses qui font mal. On minimise parfois l'autre en disant « oui, mais tu ne fais pas assez, c'est toujours moi qui va aux thérapies, toi tu n'es jamais là, et puis tu ne comprends jamais rien, et puis tu... » Mais le problème qu'il y a, c'est que, j'ouvre une parenthèse, la manière que les femmes accueillent, les femmes ayant porté l'enfant, c'est dès le départ qu'on ressent certaines émotions, certains sentiments. Un homme, lorsqu'on lui annonce que son enfant, un garçon, comme on sait que la plupart ce sont des garçons, et a un handicap, beaucoup ont du mal à intégrer que dans ma perfection, j'ai engendré une imperfection. Alors, dans ce cheminement-là, quand on regarde le cycle du deuil, la femme est déjà peut-être au niveau de « OK, qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va aller chercher des aides? Est-ce qu'on va changer la nutrition? Est-ce qu'on va chercher des outils? Est-ce qu'on va faire ceci et cela ?» L'homme, il est peut-être encore de dire « c'est peut-être pas l'autisme, c'est peut-être autre chose. » Ça peut être l'inverse aussi. Parce qu'on a vu des hommes partir, mais on a vu des femmes aussi dire « moi, je ne prends pas ça, je ne m'en occupe pas. » Il y a des papas qui s'occupent de leurs enfants seuls. Donc, il y a tous ces aspects-là qu'il faut traiter, et de dire à madame, tu es déjà là dans les solutions, monsieur est encore dans son choc, arrête, arrête, tu es en train de le brimer, tu ne parviendras pas à l'emmener là où tu es. Dis-toi, avance, il va te rejoindre. S'il ne te rejoindra pas, ce n'est pas plus grave. L'important, c'est l'enfant. Est-ce que l'enfant est pris en charge? Vos disputes, là, si vous ne les réglez pas, c'est l'enfant qui va en pâtir. Ce sont les autres enfants aussi qui vont en pâtir.
Comment est-ce qu'on accompagne la fratrie? Déjà, les enfants, entre eux, quand il n'y a même pas de maladie, il n'y a pas de quoi, la jalousie entre les enfants, les disputes, les frustrations. Lui, il a eu plus de choses que moi. Moi, je n'ai pas eu ça. Moi, je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. Je pense que vous le vivez au quotidien, à moins qu'il y en ait qui aient des enfants exceptionnels qui ne se disputent pas. Alors, mais l'autre chose aussi qu'on retrouve lorsqu'il y a un enfant avec des besoins spéciaux, c'est qu'on a tendance à parentifier les autres enfants. On leur donne des responsabilités. Occupe-toi de ton frère, fais ceci, fais cela. Et souvent, on vit de la frustration chez ces enfants-là. Les autres enfants, ils commencent à dire, mais pourquoi est-ce que nous, on vit ça? Et ils peuvent arriver des fois à détester leur frère ou leur sœur qui est sous le spectre, parce qu'il a des comportements, parce qu'il nous fait honte en public, parce qu'il fait des bruits, parce qu'il fait des gestes, parce qu'il fait ceci et cela. Mais il faut donner aussi un espace à ces enfants-là de s'exprimer et de leur dire « je comprends que tu te sentes comme ça et je te demande pardon si j'ai mis plus de charge sur toi ». Alors lorsque on vient en thérapie avec les jeunes, les frères de l'enfant à besoins spéciaux, nous, c'est ce qu'on fait. On les écoute, on leur donne des outils, on leur permet d'être des enfants. Et on veut rappeler aux parents en disant, n'oubliez pas cela. Si papa va s'occuper de l'enfant qui a des besoins spéciaux, maman va prendre l'autre enfant. Allez, on va sortir, on va aller au McDo, ou on va être à la maison, on va regarder un film pendant que quelqu'un s'occupe de l'autre. Il est important de s'occuper les uns des autres. J'ai envie d'ajouter à cette partie ici, c'est... Oui, donc là, j'ai un peu touché à ce point-là qui est celui de l'équilibre relationnel. Donc, c'est important que la famille se rejoigne, que la famille soit capable de comprendre, capable de partager les bons moments, partager les moments difficiles, partager les peines et partager les joies aussi. Donc, il est important aussi de sensibiliser la famille élargie. Si vous avez des oncles, des tantes, parfois la communauté, ils sont toujours un bon soutien, un bon support. Comme par exemple, nous sommes ici, je sais qu'il y en a qui ont peut-être dû trouver des personnes pour garder leurs enfants. C'est important que ces personnes soient intégrées, que ces personnes connaissent les habitudes de vos enfants, que ces personnes puissent pouvoir se substituer à vous. Lorsque vous ne pouvez pas. Vous pouvez avoir besoin de voyager, vous pouvez avoir besoin d'aller faire... Ou parfois, vous êtes malade, vous êtes à l'hôpital. Il faut qu'il y ait une personne de confiance. Si ce n'est pas des membres de famille, est-ce qu'il y a une amie sûre? Est-ce qu'il y a un ami? Est-ce qu'il y a un frère? Est-ce qu'il y a un membre de la communauté ou un membre dans notre, à la mosquée ou quoi que ce soit qui pourrait nous accompagner? Alors... Je viens de parler de mosquée, donc je voudrais parler de l'intégration de la spiritualité. Ma formation académique, c'est counseling, psychothérapie et spiritualité. Bien sûr, j'ai étudié à l'Université Saint-Paul, on parle de catholicisme, mais la spiritualité dont on parle en psychothérapie, ce n'est pas ma spiritualité, c'est la vôtre. Donc, lorsque vous venez, moi, je me sers de... Parce que c'est un élément important, tout comme la culture, tout comme vos valeurs. Ce sont des éléments importants qui vont me permettre à moi de dire, ah, comment est-ce que je vais travailler avec Madame Ouma par rapport à cette situation? OK, tu te sens fatigué, tu te sens épuisé, tu as l'impression que tout te tombe dessus, la charge de travail et tout ça, en plus de l'enfant. Quelles sont tes forces? Quels sont tes facteurs de résilience? Quels sont tes mécanismes de défense? Et j'aime bien travailler avec la spiritualité parce qu'on parle de sens, de signification. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Comment est-ce que ta foi, ta démarche dans ta foi peut t'apporter la paix, peut t'apporter la compréhension par rapport au diagnostic de ton enfant? Même si moi qui suis chrétienne, je ne connais pas tout de l'islam, mais je ne vous dis pas le nombre de mes clients qui me parlent de sourates, qui me parlent de ci, de ça, j'apprends, je découvre et je suis fascinée parce que je me dis, c'est ça qui va t'aider face à la dépression, c'est ça qui va t'aider face à une situation difficile. J'ai des clients qui viennent me parler de New Age, d'animisme, de ci, de ça. Mon rôle en tant que psychothérapeute, c'est pas de juger, j'ai pas d'opinion. Moi, je vous reçois tel que vous venez. Je vous reçois avec ce que vous avez, avec vos forces, avec tout. Et on va travailler ensemble. Comment est-ce qu'on peut changer votre situation? Comment est-ce qu'on peut modifier l'état dans lequel vous êtes actuellement pour tendre vers quelque chose de meilleur? C'est ainsi qu'on intègre la spiritualité. Il y en a qui viennent, qui vont me dire, j'ai besoin de prier, est-ce que ça te dérange? J'ai dit, est-ce que dans ta réalité, je peux être là pendant que tu pries? Oh oui, il n'y a pas de problème. Ok, je m'écarte, j'attends. Il y en a qui disent, est-ce que je peux allumer une bougie parce que ça me permet, est-ce que je peux mettre un peu de musique et tout. La psychothérapie, c'est quelque chose de tellement merveilleux parce qu'on travaille avec qui vous êtes, ce que vous avez et c'est à quoi vous voulez tendre. Moi, je vous suis dans ce que vous êtes en train de faire.
Donc, c'est ça, c'est important aussi de maintenir les rituels familiaux, de partager des repas comme on vient de le faire ici, d'être dans la communauté comme on vient de faire ici. Je ne viens pas de votre pays, mais je me sens tellement bien là. Je n'ai même pas l'impression que c'est la première fois que j'entre dans un événement de la communauté djiboutienne, mais je me sens vraiment en Afrique là. Je me sens bien. Donc, c'est important d'intégrer la spiritualité. Il ne faut pas la négliger parce que ça fait partie de vous, ça fait partie de votre histoire. Alors, mon avant-dernier slide, les outils et les stratégies proposées aux familles. Je ne vais pas entrer dans des détails parce que mes collègues l'ont déjà développé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des outils particuliers pour ce qu'on doit faire ponctuellement. Mais nous aussi, c'est des techniques de régulation émotionnelle. Comment on parle à un enfant en crise? Comment est-ce qu'on parle à monsieur qui se déconnecte complètement parce qu'il est dépassé? Parce que là, peut-être, madame a arrêté de travailler, étant donné qu'il faut aller aux thérapies tout le temps, on n'a plus qu'un seul salaire. Ça affecte le couple dans tous les niveaux, financier, émotionnel, intimité, ça affecte dans tous les niveaux. Comment est-ce qu'on peut vous aider à réguler vos émotions par rapport? Alors, on essaie de trouver du temps de qualité pour chaque membre de famille, le couple entre chaque parent avec chaque enfant, la famille ensemble. Et c'est important aussi de reconnaître que l'enfant qui a des besoins spéciaux n'est pas un enfant roi. Cet enfant-là, si vous lui donnez, parce que ces enfants-là, ils sont aussi très intelligents et parfois très manipulateurs. Donc, si vous commencez à mettre tout sur cet enfant-là, vous créez la jalousie avec les autres. C'est un enfant aussi dans ses capacités de travailler avec lui de manière à ce qu'il comprenne qu'il a des devoirs, il a des obligations, il fait partie d'une famille où il y a des règlements et tout ça. S'il peut comprendre, tant mieux. S'il ne peut pas comprendre, on essaie de trouver des stratégies pour lui permettre de comprendre. Aussi, la coparentalité positive, c'est que si papa a des stratégies, est-ce que ça doit être forcément mauvais parce que maman sait tout? Non. C'est-à-dire, qu'est-ce que toi tu peux faire qui est bien? Comment toi tu parviens à calmer l'enfant que moi je ne parviens pas à le faire? Là où moi je ne suis pas capable, est-ce que tu peux t'occuper de lui? Parce que toi quand tu fais ça, il t'écoute. C'est important que les parents se parlent, communiquent, s'entendent, se comprennent. Et j'insiste aussi sur le pardon. Parce que souvent, on s'est dit des mots, on s'est dit des choses, je t'ai reproché à toi d'être ceci et cela, et ça continue, au point où il y a des couples qui sont dans la même maison, qui sont comme des étrangers. Tellement qu'il y a la haine entre le ressentiment, l'amertume et tout ça, mais ça n'aide pas l'enfant qui a des besoins spéciaux, ça ne vous aide pas vous pour pouvoir progresser. Donc c'est tout ce que je viens de vous décrire ici, c'est vraiment le travail que nous faisons en psychothérapie. Donc ça, je viens de le dire. Donc c'est vraiment... ce que nous faisons, c'est de l'accompagnement. C'est vraiment ça. Et à moins qu'il y ait d'autres choses que j'ai peut-être oubliées. J'avais une autre chose à présenter, mais le temps court. Ça, je pense que je pourrais envoyer le document à Adab. Et puis bon, si c'est pertinent pour partager, mais je ne pense même pas, parce que je pense que c'est tout ce qui a été couvert. C'est vraiment sur les stratégies ponctuelles au jour le jour, sur les choses à faire. Dernière slide. Donc moi j'ai fini, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai aussi mes cartes d'affaires. S'il y a des personnes qui aimeraient prendre un contact, j'offre toujours un 15 minutes de session gratuite. Virtuelle, évidemment. On peut discuter de vos besoins et comme aussi, je sais que la psychothérapie coûte généralement très très cher, mais j'essaie d'adapter aussi selon les revenus des gens. Donc n'hésitez pas à me voir si vous avez des questions. Si vous prenez ma carte, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un courriel. On pourra prendre le temps de discuter et d'échanger. Merci.